Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. J'espère aussi que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Ouvrez vos oreilles, fermez les yeux, nous repartons ensemble pour Pic au vent. Mes amis, soyez les bienvenus dans le 17e chapitre de ce Super Flame Story. « 17 décembre. Fabrice Pavier et le capitaine Leblanc s'étaient rendus tôt dans la matinée dans les locaux de Marmottin FM. Leur but, rassurer la population concernant le rehaussement du protocole Centurion au niveau 2. Et nous sommes en direct sur Marmottin FM avec deux invités de marque puisqu'il s'agit de Monsieur le maire et du capitaine Leblanc. Messieurs, bonjour. 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 Alors, Monsieur le maire, vous êtes ici pour nous parler du protocole Centurion. Oui, en effet, hier j'ai pu m'entretenir avec Phileas de la division Plume d'Argent. Il a été décidé le rehaussement du protocole Centurion pour des raisons de sécurité. Je tenais à dire aux Marmottanais que cette décision est le résultat de concertation avec la DPA et que cette décision ne nous est pas imposée. Il s'agit bel et bien d'une démarche sécuritaire et non d'un abus de pouvoir. Capitaine Leblanc, une réaction ? Je ne peux qu'approuver les propos de Monsieur le maire. Nous avons à notre disposition suffisamment d'éléments qui justifient le niveau 2 du protocole. J'invite la population à s'y plier et à éviter au maximum de sortir. En cas de besoin, n'hésitez pas à composer le 112, vous serez automatiquement rebasculé sur le commissariat de Marmottin. Le standard m'informe qu'on a plusieurs auditeurs qui appellent pour poser des questions. Vous vous sentez prêts d'y répondre, messieurs ? Oui, c'est mon devoir d'élu que d'écouter la population. Excellent, monsieur le maire, et on accueille tout de suite notre premier auditeur. Il s'agit de Gérard Vinzier. Oui, eh bien moi je tenais à dire que tout ce que dit le maire et le capitaine, c'est n'importe quoi. Ils sont aux ordres de la DPA, on est envahis et c'est une force d'occupation, il faut libérer Marmottin. Allons, monsieur Vinzier, calmez-vous. Monsieur le maire, une réaction. Oui, les propos de monsieur Vinzier sont incohérents. Si la DPA était une simple force d'occupation, pourquoi serait-elle là, sinon pour notre sécurité ? Essayez pas de nous enfumer, on vous connaît, vous les politicards, vous êtes tous les mêmes. Leblanc reprit la parole. Écoute Gérard, on se connaît, tu passes presque plus de temps au poste de police que moi tellement t'es une ivrogne. Je vais te poser une question. C'est quoi à ton avis la mission de la DPA ? C'est nous occuper. Oui mais pourquoi ? Tu crois vraiment qu'ils se sont dit tiens on va envahir Marmottin et puis c'est tout ? Oui, c'est louche tout ça, moi je vous le dis hein. Le présentateur radio, voyant que ses invités étaient en difficulté, demanda au standard de passer à l'auditeur suivant. Et nous accueillons maintenant Maria Mendes. Oui, bonjour. Bonjour Maria, on vous écoute. Nous avons appris l'autre jour que les équipes de la DPA envoyées sur Pic au vent avaient retrouvé le groupe du commissaire Tassier, dans lequel se trouve notamment mon mari. Je voudrais savoir si vous en saviez plus. La DPA fait son maximum pour les ramener sains et saufs. Vous n'avez rien de concret à apporter aux familles, n'est-ce pas ? Un silence dérangeant s'installa dans le studio. Leblanc tenta de combler le vide. Tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant, c'est qu'il faut garder espoir. L'officier Mendes, votre mari, est un très bon ami à moi. J'ai hâte, tout comme vous, de le revoir sain et sauf. Jolie pirouette, mais pirouette macabre quand on sait que le mari de Maria est décédé il y a plusieurs semaines. Mais ça, le capitaine n'en savait rien. À l'extérieur des locaux de Marmottin FM, Cassandra Darmin, la rédactrice en chef de la Gazette de Marmottin, attendait le maire et le capitaine. En effet, cette dernière s'apprêtait à publier un article explosif. Excusez-moi, monsieur le maire, j'ai recueilli le témoignage de Mathieu Bougeot. Il m'a dit que des gens de la DPA ont réquisitionné son camion hier soir, tard dans la nuit. Quand ils lui ont rendu, il était plein de sel. Une explication ? Peut-être que la DPA voulait saler la route, le sol est très glissant en cette saison. Très bien, je note que vous ne désirez pas répondre. Notez ce que vous voulez, Cassandra. J'ai d'autres chats à fouetter. Et je vous rappelle qu'étant donné le niveau 2 du protocole Centurion, vous ne devriez pas être dehors, madame. Ma priorité est d'informer les Marmottanais. Et la mienne de veiller sur votre sécurité, déclara Leblanc. Si ça peut me permettre d'avoir la garantie que vous ne traînez pas toute seule dehors, je n'hésiterai pas à vous placer en cellule, madame. Je peux me débrouiller toute seule, déclara la journaliste avant de s'en aller. À Pic au vent, l'ambiance n'était pas très bonne. On venait d'enterrer, ou plutôt enneiger, le sergent Hudson dans la cour intérieure du manoir. Les policiers avaient tous le bourdon. C'était la 4e personne que les forces de police marmottanaises perdaient. Le lieutenant Fonck était déprimé
Il se sentait responsable de la mort d'Hudson et s'en voulait de s'être absenté de sa chambre avant qu'il ne décède. Andrew tentait de le consoler. « Courage, lieutenant. C'est pas de votre faute. » Si j'avais été là, j'aurais pu pratiquer les premiers secours. Et peut-être que ça n'aurait rien changé. Peut-être que malheureusement, le décès de Hudson était prévu pour hier soir et que rien ni personne n'aurait pu s'y opposer. Est-ce que vous croyez en Dieu, Andrew? Non, je ne crois pas. Je sais, c'est bien pire. Parfois, ça m'empêche de dormir. C'est le fardeau des propriétaires de portes. Ils savent les forces qui régissent toute chose. Le vieux Oswald, bien qu'il ait perdu la raison, n'en avait pas perdu son empathie. Il sentait la détresse du lieutenant. Le vieillard s'approcha du policier et le serra dans ses bras avant de lui faire un bisou sur la joue. Mouah! Merci, Oswald, c'est sympa. Ravioli! Oswald fut bientôt imité par le petit Maxime, qui serra la jambe du lieutenant. « C'est pas ta faute. » Merci, petit gars, répondit le policier. « Dites, non pas que je sois frileux, mais je commence à me geler les plumes, moi !» s'exclama Rico. « Un peu de tenue, mon vieux !» répondit Bennett à l'oiseau. « Ouais. » Quelques minutes passèrent, et bientôt le groupe finit par retourner dans le manoir. Bien que l'inspecteur Bloom boudait quelque peu le lieutenant, ce dernier lui fit tout de même une tape sur l'épaule. « T'en fais pas, Fonk. Ça finira par passer. Ça finit toujours par passer. » Merci, inspecteur. Pendant ce temps, à Marmottin, au centre des opérations, Phileas s'impatientait. « Qu'est-ce qu'il faut, bon sang ?» L'hélicoptère a dû décoller en retard, monsieur. Vous savez bien comment il est, répondit l'officier radio. « Vous pouvez tenter de les joindre ?» L'officier hocha la tête et s'empara du combiné. CDO Marmottin pour Faucon d'Argent. Répondez, Faucon d'Argent. Ici, Faucon d'Argent. Désolé, on a du retard à cause de vous savez qui. Soudain, une voix avec un fort accent allemand se fit entendre. J'ai hâte d'être parmi vous, les enfants. Bientôt, un bruit d'hélicoptère se fit entendre au-dessus de Marmottin. « Ah, c'est pas trop tôt !» s'exclama Phileas en sortant de la tente de commandement. Il avait pris soin de faire évacuer l'avant du CDO de sorte à ce que l'hélicoptère puisse s'y poser. On avait déposé au sol un tapis rouge et, de part et d'autre de ce dernier, étaient alignés des soldats de la DPA au garde à vous. Quand l'hélicoptère fut posé et que les hélices cessèrent de tourner, 2 soldats sortirent de l'engin. Ils étaient extrêmement grands, des armoires à glace d'un bon mètre 95. Ils constituaient la garde rapprochée du 3e homme qui sortit de l'appareil. Un homme plus petit, dans les 1,60 m, très maigre et portant une blouse blanche. Cet homme avait toute la partie droite du visage brûlée et il boitait. « Ça alors, Phileas, je suis content de te voir !» s'exclama l'homme en s'avançant sur le tapis, suivi de près par ses gardes. « Vous avez fait bon vol, professeur Sattler ?»« Allons, appelez-moi Klaus, nous sommes entre nous. » Les 2 hommes s'isolèrent. « Comme pourrais-je le voir ?»« Le golem ?»« Évidemment. » Je comptais vous laisser vous installer d'abord, mais si vous désirez, nous pouvons aller le voir de suite. Avec grand plaisir. Saviez-vous que les golems sont en fait des créatures immatérielles que l'on fait s'incarner dans de la matière? Vous semblez bien renseigné, DPA 127. Nous avons récupéré, il y a peu de temps, un ASM de type bestiaire. Je dois avouer que sa lecture fut pour moi très enrichissante. Bientôt, les 2 hommes arrivèrent devant la tente contenant le golem. Sattler se retourna vers ses gardes du corps. « Messieurs, vous pouvez nous laisser ici. C'est ma première rencontre avec un golem. C'est un moment intime. » DPA 002 et DPA 127 pénétrèrent la tente. S'offrit alors à leurs yeux, enchaînée à une très grande table en fer, la créature de sel. Lorsque le golem vit les visiteurs, il se mit à parler. « Encore des humains, toujours des humains. Quand allez-vous me laisser partir? Je dois accomplir la volonté de paix. » « Fascinant, » s'exclama Sattler. « Phileas, je vois qu'il manque un bras à cette créature. Est-ce que vous lui avez prélevé? » Non, il lui manquait déjà quand on l'a capturé. Pourquoi? Simple curiosité. Est-ce qu'il vous faut quelque chose pour lui tirer les vers du nez, genre une scie ou une tronçonneuse? Non, j'ai tout ce qu'il me faut avec moi. Mais enfin, vous n'avez rien. Pour ce golem, la parole me suffira. Vous pouvez disposer, Phileas. J'ai besoin d'être seul avec mon nouvel ami. Phileas quitta la tente. Ne restait plus que le golem et Sattler. Ce dernier s'approcha de la créature. Il lui toucha délicatement la joue. Le monstre sembla s'apaiser. « Bonjour, golem. »« Laissez-moi partir. »« Pour aller où, golem? Nous sommes très bien ici, tous les 2. »« Je dois aider père. »« Dis-moi, golem, tu débarques des pics au fond, n'est-ce pas? »« Je ne sais pas. Laissez-moi partir, je vous prie. »« Allons, calme-toi. Dis-moi, golem,
Qui est ton père? C'est mon créateur. Ton père, c'est Nicolas Boglov, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Peut-être. Si c'est le cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Golem. Je suis un très bon ami de ton père. À Picovan, Hartmann, Yupvig et Antoine effectuaient une mission de reconnaissance non loin des véhicules de police. Ils étaient cachés derrière une petite butte à la lisière de la forêt et observaient les environs. Hartmann utilisait des jumelles, Antoine la lunette de son sniper et Yupvig, quant à lui, surveillait les alentours. Près des voitures se trouvaient des tas de sel et une demi-douzaine de prisonniers. Ils étaient assis sur des rondins de bois et semblaient se tourner les pouces. Hartmann espérait tomber sur Boglov, mais il n'y avait là que quelques sous-fifres. Soudain, Antoine vit un peu plus loin un autre groupe. Ce groupe lui était familier. C'était celui d'Alan Williams, l'homme qu'ils avaient croisé la veille. « Tiens donc !» s'exclama Antoine. « Les copains de Boglov vont passer un sale quart d'heure, je pense. »« Pourquoi tu dis ça ?» demanda le colonel Hartmann. « Regardez à 3 heures, colonel. » Hartmann se tourna. « Ah oui, en effet, ça promet d'être intéressant. » Le petit groupe de Williams s'avançait discrètement dans la direction de celui des hommes de Boglov. Manque de peau, un des hommes se retourna et les aperçut. Il fit mime de ne pas les avoir vus et prévint les autres. Ils s'emparèrent de leurs armes et firent comme si de rien n'était. Cela ne manqua pas. Sitôt le groupe de Williams apporté, c'est celui de Boglov qui fut le premier à ouvrir le feu. « Colonel, je peux leur filer un coup de main ?» demanda Antoine, tout excité. « Entendu, Yupvig, couche-toi au sol, j'ai pas envie qu'on nous repère. » « Et c'est parti pour les headshots !» s'exclama le sergent Antoine. Il abattit en tout 3 prisonniers, juste ce qu'il fallait pour faire reprendre l'avantage au groupe de Williams. Remarquant que 3 de ses ennemis étaient tombés comme des mouches, Williams se douta que c'était l'œuvre des occupants du manoir. Il remarqua, sur les hauteurs, l'éclat de la lumière du soleil dans la lunette du fusil du sergent. Il en profita pour faire un petit coucou, tandis que ses collègues fouillaient les cadavres des hommes de Boglov. Ils prirent leurs armes, leurs munitions et un peu de poudre bleue. Un des hommes de Williams avait en effet l'air d'être accro à la drogue du faucheur. Quand Williams vit un peu plus loin des cadavres en file indienne, il comprit que c'était ici que se trouvait la limite de la barrière magique d'Oswald. Aussi demanda-t-il à ses hommes de faire demi-tour, et ils repartirent comme ils étaient venus. Hartmann et ses hommes poursuivirent leur planque. « Dites, colonel !» demanda Yupvig. « Qu'est-ce qu'il y a, Yup ?» Vu que les gars de Boglov sont morts, vous pensez pas que... Soudain, juste au-dessus des hommes, un petit bruit familier. Il y avait là un bébé faucheur. Yupvig déglutit et s'empara de son couteau de chasse. Il y eut un moment de silence. Il sentait que la créature n'allait pas tarder à attaquer. Il ferma les yeux et se concentra sur ce qu'il entendait. Au moment exact où la créature allait lui bondir dessus, il se retourna brutalement et l'égorgea. Une seconde plus tard, et c'était Yupvig qui mourait. « La vache, Yup, ta maîtrise du couteau m'épatera toujours !» déclara Hartmann. « Merci, colonel. Je vais vérifier qu'il n'y a pas d'autres saloperies dans le genre qui rôdent » déclara le slave en se levant. « Entendu, on reste en liaison radio, t'éloigne pas trop. » À Marmottin, le professeur Sattler poursuivait sa discussion avec le golem. « Vous connaissez mon père ?»« Oui, je l'ai rencontré plusieurs fois. »« Si vous êtes un ami de père, vous devez me laisser partir. » Les choses ne sont pas si simples, golem. Que diraient les autres humains si je te laissais filer? Je dois accomplir la mission que m'a confiée père. Je ne peux pas te laisser partir, mais il y a un autre moyen, golem. Quel est ce moyen? Ferme les yeux, golem. Pourquoi? Fais-le. La créature s'exécuta. Sache que tu es avant tout une créature immatérielle. Ressens l'énergie dont tu es fait. Elle imprègne chacun des grains de sel qui te composent. Pense au bras que tu n'as plus. Visualise-le. Je vois mon bras. Où est-il? De l'autre côté de la frontière. Concentre-toi sur ce bras. Tu as tout le pouvoir d'y transférer ton esprit. Mon bras, il s'anime. Cela est normal. Tu peux contrôler chacun des grains de sel qui te composent. Libère ton âme et reprends possession de ton bras. Je crois que ça fonctionne, humain. S'exclama le golem. Soudain, du corps de la créature de sel sortit une boule de lumière dorée. Elle se dispersa progressivement dans l'air ambiant.
Père, je vais pouvoir vous sauver. Bientôt, le reste du corps du golem perdit vie, et il ne resta finalement qu'un tas de sel. Sattler sortit de sa tente. Il s'adressa à ses gardes du corps. « Appelez Phileas vite, le golem est mort !» À pic-au-vent, l'âme du golem venait de prendre possession de son bras droit. Le morceau de créature animée se dirigea vers le tas de sel qui se trouvait non loin des cadavres des hommes de Boglor. « Colonel, il y a du mouvement au niveau des tas de sel !» s'exclama Antoine, qui scrutait toujours la zone avec la lunette de son fusil. Hartmann se saisit de ses jumelles. « Oh, bordel de merde !» Sortit du premier tas de sel une réplique miniature du golem qui alla se jeter dans un second et en ressortit plus grand et un troisième et ainsi de suite. Bientôt, le monstre de sel faisait dans les 4 mètres de haut. Une fois qu'il se trouva suffisamment grand, le golem franchit de nouveau la barrière magique d'Oswald sous les regards ahuris des hommes d'Hartmann. « C'était donc pour ça, tout ce sel ?»« Oui, c'était pour ça !» Cette voix, qui émanait de derrière Hartmann et Antoine, c'était celle de Nicolas Boglor. À côté de lui se trouvaient Yupvig, Ligoté et 3 autres hommes qui braquaient leurs armes dans la direction des 2 soldats. Le commando Hartmann venait de se faire capturer.